Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo où je vais vous parler de films et séries que j'ai vus ces derniers mois et dont je n'ai pas partagé mon avis encore sur internet. Donc je vais le faire là dans une sorte de petit medley. Donc voilà, donc là je viens juste de me taper 7-8 km de marche, le temps d'aller chercher des commandes que j'avais faites du coup il y a un mois et même 2 mois quand j'étais en concert. Donc voilà. Et du coup là je suis sur le retour. Donc je vais un peu souffler parce que du coup j'en suis déjà, comme j'ai dit, à peu près 7-8 km pour venir à la ville qui est derrière moi. Donc là vous verrez plus parce que je suis déjà un peu éloigné. Et là j'ai déjà fait 1-2 km sur le retour. Donc voilà. À la base je voulais prendre un truc pour grignoter histoire de garder de l'énergie sur le retour, mais finalement j'ai oublié. Donc j'ai juste une petite bouteille d'eau. Donc je vais faire avec. Et puis au moins le fait de faire la vidéo, ça va me permettre de mettre mon énergie ailleurs que de penser à la fin ou des choses comme ça. Bref, de toute façon, une fois que je serai rentré, première chose que je fais c'est de bouffer parce que il est déjà 13h au moins. Bref, donc comme je vous disais, parce que j'attendais que les cours des quasiment plus de voitures, parce que bon par moment je suis désolé mais il y aura des voitures qui passent, je peux pas les empêcher d'être là. Mais voilà, comme je disais, j'ai 8 programmes à vous parler dans cette vidéo. Mais je vais essayer d'être le plus concis possible. Et pour certains, ça va m'aller assez vite. Pour 2 raisons. Déjà, c'est qu'il y a certains programmes où j'ai pas grand chose à dire. Voilà, je pense à la série Striplo que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Genre là, vraiment juste la semaine dernière. Et en vrai, j'ai rien à dire de plus que ça sur Striplo. Voilà, qui est une série qui est sur Netflix, mais on va en parler après. Et il y a des séries, c'est plus parce que ça commence à dater. Je veux dire, là on est déjà à mi-juin. Et par exemple, la série Daredevil, elle s'est terminée début mi-mai. Le Special Punisher, dont on va parler également ici, est sorti mi-mai. Est même sorti il y a pile un mois au moment où j'enregistre. Parce que de mémoire c'est sorti le 12 mai et là on est le 12 juin au moment où j'enregistre. Donc on est vraiment pile un mois après et j'ai regardé le special dès sa sortie. Donc il y a aussi le fait que je dois me servir de ma mémoire. Alors à l'époque j'avais pris quelques notes. Donc sur la route j'ai relu mes notes vite fait. Mais c'est pas pareil de relire des notes qui datent d'il y a un mois et de faire une vidéo à chaud. Comme notamment, soit juste avant, soit juste après cette vidéo, je vous ferai un bilan de la saison 2 de Meurtre mode d'emploi avec Emma Myers, où là par exemple je ferai ma vidéo à chaud. Donc en faisant ma vidéo à chaud, vous aurez forcément un meilleur retour qu'avec de l'attente où des souvenirs qui auraient pu me revenir n'arriveront pas dans cette vidéo présente. Donc les programmes dont je vais vous parler, parce que avec le montage version téléphone ou la mise en ligne des vidéos version téléphone, c'est pas aussi efficace que sur un ordi. Donc je sais pas si je pourrais faire apparaître le comment on dit, vous savez, les chapitrages, voilà. Donc au cas où si je peux pas faire les chapitrages, du coup je vais vous parler de Super Mario Galaxy. Donc là ça fait au moins 1 mois et demi, presque 2 mois que je l'ai vu. Attendez, je vais être sur pause. Hop là, maintenant qu'on entend quasiment plus le chien. Parce que le but c'est pas non plus d'avoir des aboiements pendant la vidéo. Mais bon, il y a beaucoup de chiens dans le coin, mais vous inquiétez pas, vous n'entendrez pas tant que ça. Parce que j'ai fait en sorte de commencer ma vidéo après ceux qui gueulent le plus. donc voilà. Mais comme je disais, on va parler du coup de Super Mario Galaxy que j'ai vu il y a environ 1 mois et demi. Donc là c'est vraiment des souvenirs assez lointains. En termes de film,
Je vais également vous parler de Greenland Migration. Alors lui, pour le coup, je l'ai vu, pareil, il y a à peu près un mois, et j'ai pas pris de notes. J'ai quelques souvenirs plutôt négatifs du film, mais voilà. Ensuite, je vais vous parler de la série Striplo, parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Ensuite, on attaquera avec Daredevil Born Again saison 2, suivi du special sur le Punisher. Donc voilà, parce que comme les deux sont connectés, même si le special c'est plus un court métrage, moyen métrage même. Donc voilà. Et j'attaquerai sur ensuite NCIS. Donc comme j'ai dit, il y aura 8 programmes parce que les 3 saisons se sont terminées courant avril. Mais moi j'en ai fini certaines que courant mai. Donc voilà, je vais parler du lot en même temps. Voilà, donc c'est un peu le programme de la vidéo. Donc, j'attends que la voiture passe. Donc d'abord, Super Mario Galaxy. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? En soi, il n'y a pas grand-chose à dire. Côté point positif, j'ai bien aimé le travail autour de l'animation. Qui passe d'une animation, on va dire un peu classique, des films d'animation, mais qui est efficace. Franchement, c'est vachement beau. À des fois de l'animation version 2D de jeux vidéo. Ça, honnêtement, j'ai plutôt bien aimé, même s'il y a quand même un défaut là-dedans, et qui était déjà le cas dans le premier film, c'est que ça ne dessert absolument pas le scénario. Ce qui veut dire que c'est beau, c'est stylé, mais ça sert à rien. Vraiment, c'est juste du fan service en mode regardez, on a mis un peu l'animation des jeux vidéo, mais ça sert à que dalle dans l'histoire. Ça, c'est un peu dommage. Ensuite, une chose que moi j'ai trouvé appréciable, c'est que Todd n'apparaît pas tant que ça dans l'histoire. Parce qu'en vrai, Todd, j'ai détesté le perso dans le premier film. Donc le fait qu'il soit absent dans celui-ci, enfin absent, qu'il soit vachement mis à l'écart, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que le perso, je suis désolé, mais pour moi il est vraiment nul à chier. Voilà. Après, en bon point, si on a Bowser Junior qui est plutôt bien réussi. Voilà. Avec le fait qu'il veuille sauver son père. Et tout ça, honnêtement, ça j'ai plutôt bien aimé. Le perso de Bowser Junior est plutôt sympa. Et puis en fait, les points positifs de Mario Galaxy, ils s'arrêtent plus ou moins là. On a une belle animation, on voit moins Todd, le méchant est plutôt stylé. Et après, c'est la catastrophe. Parce que le scénario, en soi, il est pas ouf. Hein. Le scénario, c'est exactement le même que le premier film. Quand je dis exactement, j'exagère un peu. Mais c'est quasiment ça, le scénario, c'est quelqu'un s'est fait enlever, il faut aller le sauver. Dans le premier film, c'était Luigi qu'il fallait aller sauver. Maintenant, c'est Harmony qu'il faut aller sauver. Bref, c'est vraiment quasiment la même chose. Après, vous me direz, les jeux Mario, c'est plutôt ça le truc, c'est faut aller sauver Peach. Bon, en tout cas, voilà, moi, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que beaucoup de gens ont critiqué le scénario de ce film-là, alors que le scénario du premier film n'était pas si ouf que ça. Hein. Vraiment, le scénario du premier film, c'était les deux frères qui se retrouvent dans le monde champignon et Luigi qui est envoyé forcément du côté des méchants, qui est prisonnier, et puis il faut aller le sauver. Vraiment, le scénario est pas ouf. Mais ça marchait bien parce que le premier film était écrit comme un film. Parce que là, on en vient au plus gros défaut de Super Mario Galaxy, c'est qu'il n'est pas écrit comme un film. Et là, vous allez me dire, comment ça? J'attends que la voiture passe. Tout simplement parce que ce film, dans le premier, on essayait déjà de te forcer à rire. Avec Todd, il y avait déjà des scènes où on voulait te forcer à rire. Mais alors là, je trouve que c'est encore pire, parce que tu sens qu'il y a vraiment des scènes qui sont juste là pour te faire rire. Par exemple, je l'avais mis dans mes notes, le passage où on explique le background de Yoshi, tu sens que c'est juste une scène qui est juste là pour te faire rire.
Mais c'est tout. Parce qu'en vrai, le truc de Yoshi, ça raconte pas grand chose. Hein, à part qu'il était maladroit, puis qu'il était chassé par les gens, puis hop, il a atterri là. Bon, bah c'est tout. Et la façon que c'est raconté, tu sens que c'est juste un truc comme ça pour faire rire tout le monde. Et c'est pas drôle. C'est pas drôle. En vrai, c'est complètement nul. Et il y a plein de scènes comme ça dans le film qui sont juste là pour faire rire. Et qui du coup ne desservent pas le scénario. C'est vraiment, t'es entrecoupé de scènes qui essaient de faire avancer l'histoire et de scènes qui sont juste là pour te faire marrer. Sauf que c'est pas comme ça qu'on écrit un film. Surtout si tu sais manier l'humour. Si tu sais manier l'humour, t'es pas obligé de faire du forcing. Moi personnellement, je déteste le forcing dans l'humour. Et là, dans Super Mario Galaxy, ça se ressent à 1000% que des fois ils sont en mode vas-y, là tu dois rire. Là tu dois rire. Dans le background, dans l'histoire de Yoshi, c'est clairement ça. Ils sont vraiment en mode là tu dois rire, c'est censé être drôle. Sauf que ça ne l'est pas. Et le problème, c'est que le fait de créer toutes ces petites scènes qui prennent du temps dans le film pour faire rire, en fait c'est que ça dessert le scénario, parce qu'après on est obligé d'accélérer les autres scènes. On est obligé de cutter des choses qui auraient permis de développer le scénario plus intelligemment. Et pareil, dans mes notes, j'avais mis 2 passages. Alors j'espère que je vais me souvenir des 2. Le premier passage, c'est notamment quand Peach est avec Todd et Star Fox. Donc en fait, au bout d'un moment, Peach décide de partir sauver Harmony. Donc elle part avec Todd. Et de l'autre côté, Mario et Luigi, eux, ils restent au château du Royaume Champignon pour garder le pays. Et le truc, c'est que du coup, ils se font attaquer de mémoire par Bowser Jr. Le château est détruit ou est volatilisé. Et du coup, Mario et Luigi décident de retrouver Peach pour l'aider dans sa quête. Le problème, c'est qu'il y a 0 contact entre les personnages. Ou du moins, ça n'est pas montré. Peut-être que dans les ellipses, ils se sont contactés, mais là, ils ne se sont pas contactés. Et vraiment, tu as une scène où tu as Peach avec Star Fox et Todd dans une sorte d'aéroport, là, je sais pas quoi, enfin une sorte de... là où il y a le vaisseau de Star Fox, quoi. Et vraiment, ils sont là, en train de se préparer à partir. Et d'un coup, vraiment d'un coup, tu as Luigi et Mario qui arrivent, ils sont en mode « Hey, salut, on vient vous aider !» Et t'es en mode « Mais quoi comment ?» Genre, d'où vous sortez, et surtout, d'où vous saviez qu'ils étaient là? Comment vous savez qu'ils étaient au vaisseau de Star Fox? Et comment vous savez que le vaisseau de Star Fox était là? Enfin bref, ça n'a aucun sens. Vraiment, au lieu de construire intelligemment le fait que Mario et Luigi sont sur les traces de Peach et du coup retrace tout le parcours, je crois qu'on voit qu'une seule petite scène et puis d'un coup hop là ils les ont trouvés sans problème. C'est vraiment du n'importe quoi. Et c'est pareil avec la scène finale. Dans la scène finale, Mario il fait face à Mini Bowser et peut-être même Bowser lui-même. T'as Luigi et Yoshi qui disparaissent d'un coup. Et puis qui d'un coup ils réapparaissent avec des cubes, avec des cubes avec des pouvoirs dedans. Bon d'ailleurs c'était cool parce que ça avait l'air d'être des pouvoirs exclusifs, en tout cas moi c'était qui joue que à Super Mario, enfin Super Mario Bros. Du coup c'est des pouvoirs que je connaissais pas, donc ça c'était cool. Mais du coup vraiment ils apparaissent comme ça, tu sais pas où ils sont partis, tu sais pas où ils ont été chercher les cubes, c'est complètement con. Après vous me direz oui mais on sait qu'ils ont des cubes, que dans le premier film, quand Peach elle entraîne Mario, ils utilisent plein de cubes avec des pouvoirs. Au début du film, je crois qu'ils utilisent également des cubes avec des pouvoirs. Alors je vais vous dire, ok, mais alors pourquoi ne pas les utiliser à chaque fois qu'ils sont en danger? Parce que quand Mini Bowser il arrive, il fout une raclée à tout le monde. Personne ne cherche à utiliser des cubes pour le combattre. Et il se laisse se faire poutrer comme des merdes. Et ça, moi, ça me dérange. Parce que la cohérence dans le scénario,
ne fonctionne pas. Tout ça parce que il faut que Mini Bowser leur foute une raclée pour sauver son père et qu'ensuite à la fin c'est lui qui prenne une raclée quand les autres utilisent leur pouvoir. Et du coup ça crée une incohérence parce que pourquoi ne pas utiliser 2 cubes pour Mini Bowser les attaques mais en utiliser un qu'à la fin? Genre c'est complètement con. Bref. En tout cas, voilà un peu mon avis sur Mario Bros. De manière globale, en vrai, le film n'est pas catastrophique. En vrai, c'est bizarre. C'est bizarre parce que au fond, avec Super Mario Galaxy, en fait, tu passes un bon moment, mais le film est pas si bon que ça une fois que tu réfléchis aux détails. En vrai, c'est un peu chelou, non? Je sais pas si vous, ça vous avez fait pareil, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de Super Mario Galaxy. Et moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait. Bon, au fond, pendant 1h30, j'ai passé un bon moment. Mais en même temps, quand je pense aux détails, au scénario, tout ça, et en fait, je me dis, en fait, c'était pas si ouf que ça. C'est trop bizarre. Bon, après, c'est un peu comme quand on va voir un Fast and Furious, quoi. Un Fast and Furious, on sait que ça va pas être ouf. Et en même temps, on est bien diverti. C'est un peu un peu comme ça qu'on pourrait conclure Super Mario Galaxy. Donc ensuite on va passer à Greenland Migration. Donc déjà, pour parler de Greenland, le premier du nom, alors j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais déjà j'avais pas aimé plus que ça. Pardon. Parce que j'ai un gros problème avec les films catastrophes. Pour moi les films catastrophes, c'est quasiment toujours la même histoire. C'est toujours, il y a une catastrophe, il y a quelqu'un qui se met en danger, et puis faut aller le sauver proche de la catastrophe pour qu'il y ait du danger. Alors que techniquement, si on te dit qu'il y a un tsunami qui arrive, tu pars le plus loin possible de la côte. Si on te dit qu'il y a des tornades, tu pars le plus loin possible des tornades. Enfin bref, vous avez compris l'idée. J'ai vraiment du mal avec les films catastrophes. À part des films comme Le Jour d'après, qui de mémoire c'est le film où tout est glacé et tout. De mémoire celui-ci je l'avais trouvé vraiment sympa parce qu'on suivait plutôt la survie des gens dans ce sort de monde de glace plutôt que vraiment juste une catastrophe qui dévaste tout et puis t'as des gens débiles qui se retrouvent dedans. De mémoire dans Le Jour d'après on suivait vraiment la survie après la catastrophe. Si mes souvenirs sont bons, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas vu ce film. Mais dans la globalité du coup les films catastrophes c'est pas mon délire. Et là ce film-là, c'est un peu pareil, quoi. Parce que, entre certains personnages qui sont plutôt incohérents, notamment le personnage joué par Morena Baccarin, là, son personnage, il est horrible, vraiment, l'écriture est horrible. Parce que, vraiment, au début du film, elle est vraiment en mode oui, faut sauver tout le monde, nous on a un bunker, on n'a plus de place, on n'a plus de nourriture, mais faut sauver tout le monde. C'est-à-dire que il y a vraiment, ils ont plus rien. Ils sont vraiment en train de se dire, on n'a plus de ressources, on peut plus nourrir tout le monde dans le bunker. Elle est vraiment en mode oui mais quand même faut sauver tout le monde même si au final ça va nous tuer beaucoup plus vite parce que oui, plus tu mets de monde dans le bunker, plus tes ressources elles vont partir vite et du coup plus vite tu vas mourir si t'as plus rien à manger rapidement. Surtout que le monde est totalement dévasté par les catastrophes et tout qui sont encore présentes. On nous dit qu'il y a encore des pluies de météorites et tout, enfin bref, c'est un gros bordel. Et au début elle est comme ça. Et puis ensuite, elle est en mode quand il y a une sorte, à un moment donné, il y a une sorte de tremblement de terre, en fait, qui détruit tout le bunker, qui ne tient plus du tout la route. Et là, elle est en mode vite, faut qu'on se casse, on s'en fout des autres, ils peuvent tous crever, on n'en a plus rien à foutre. Et en soi, le problème, il est pas là. En temps de survie, évidemment que chacun mettrait en avant sa propre famille, chercherait à sauver sa famille d'abord et ensuite les autres. C'est tout à fait normal. Mais là, c'est juste que le discours dans la même journée en mode faut sauver tout le monde et après elle est en mode faut laisser crever tous les gens avec qui j'habite depuis des années. Franchement, c'est marrant. En sachant qu'après, quand ils arrivent en France,
elle est en mode ah oui, bon, bah, parce que et en fait, eux, ils cherchent à aller dans un endroit, en fait, qui, selon les rumeurs, là où est tombée la météorite dans le premier film, en fait, serait devenu une sorte de havre de paix, et qui est le seul endroit où il n'y a plus de catastrophe, où il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de radiation, il n'y a pas de météorites qui tombent, enfin, il n'y a rien là-bas, juste tout est parfait, voilà. Et en fait, du coup, leur but, c'est d'aller là-bas. Et il y a un moment donné, il y a une personne qui leur dit « Ok, moi j'ai un contact, il peut vous emmener là-bas, mais faut que vous emmeniez ma fille. » Du coup, bah, lui, Gérard Butler, au début, il est en mode un peu hésitant. Et l'autre, la mère, elle est en mode « Bah si, il faut l'emmener, il faut la sauver. » Alors que quelques jours avant, elle était en mode « Faut laisser tout le monde crever. » Enfin, elle était d'abord « Faut sauver tout le monde, ensuite il faut laisser tout le monde crever. » Puis maintenant, elle est à nouveau « Faut sauver tout le monde. » Vraiment, elle est bipolaire, là. Et je trouve qu'en termes d'écriture, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Surtout pour quelqu'un qui est spécialiste dans la survie. En fait, tu le sais très bien que plus tu vas amener de monde dans ton bunker, où tu n'as déjà pas de place, quasiment plus de nourriture, tu sais qu'en fait tu vas juste causer ta mort plus vite. Genre c'est pas logique. Alors je me doute bien qu'il y a le dilemme moral, que si tu fais rien, c'est comme si tu tuais ces personnes-là que tu sauves pas. Mais au bout d'un moment, le personnage aurait été plus logique si même quand il y a le tremblement de terre, elle essayait quand même de sauver quelques vies. Et pas juste de sauver sa famille, être en mode tous les autres peuvent crever. Genre vraiment, il n'y a pas de nuance dans le perso, elle saute d'un moment à l'autre. Et des moments comme ça, totalement lunaires, il y en a plein. Il y a notamment, je me rappelle là, il y a un moment quand ils sont en France, alors je crois que c'est en France ou en Angleterre. Ah, je sais plus si quand ils sont en France ou en Angleterre, mais ils rencontrent un mec. Pareil, ils prennent la route ensemble dans une sorte de van, de camping-car. Ils font la route ensemble. À un moment donné, ils s'arrêtent, je sais plus pourquoi. Et là, tu as une pluie de météores qui arrive. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'accrocher aux arbres comme les autres pour se retenir de l'air qui passe, déjà qu'on a les rafales de vent, des fois on a un peu de mal à avancer. Alors là, imaginez quand c'est des météorites qui vous envoient des rafales de vent. Et le mec, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à courir sous les météorites pour aller à sa bagnole. Là, parce que oui, mais c'est mon dernier truc qui me reste, machin. Encore une fois, c'est compréhensible. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux que tu perdes ta bagnole, mais que tu restes en vie et que tu puisses reconstruire ta vie ailleurs, ou juste que tu crèves pour une bagnole? Genre, la scène, elle est complètement con. Et c'est ce que je vous disais, moi. C'est pour ça que j'ai du mal avec les films catastrophes. C'est que t'as toujours ce genre de personnage complètement idiot, mais en danger pour rien. Et en plus de ça, forcément, on a le héros qui est malade, qui va pas bien. Franchement, une Greenland Migration, c'est vraiment un film pour moi qui est pas ouf. Voilà, alors effectivement, il y a des a priori sur les films catastrophes qui sont là, qui sont très durs. Mais je trouve que même sans ça, le film est moyen. Alors après, quand on voit les catastrophes, en vrai, ils sont bien filmés, c'est très cool à voir. Mais le scénario à côté est pas terrible. Et à chaque fois, tu as des ellipses de partout. Vraiment, parce qu'au début, ils sont au Groenland, d'où le nom Greenland, qui est l'ancien nom du Groenland. Enfin, en tout cas, un nom qui a été porté. Et du coup, ils partent de là pour aller vers l'Angleterre. Tout le voyage, quand ils sont dans la capsule, on voit absolument rien. On voit rien de la survie. On voit rien des gens qui ont faim dans la navette parce qu'ils ont quasiment plus rien à manger et ils ne savent pas encore à combien de temps ils sont des côtes. À un moment donné, ils n'ont plus non plus d'essence ou un truc comme ça, donc ils sont obligés de se laisser guider par les vagues. Et là, on voit rien, ce qui aurait été hyper intéressant de voir comment les gens survivent dans l'eau, sans rien, sans repère, mais on ne voit rien. Et pareil, en fait, tous les moments un peu, entre guillemets, de voyage, on n'en voit rien. Et moi, je trouve ça hyper dommage, que c'est des scènes qui auraient pu être plus intéressantes à développer que le reste, comme un mec qui court sous des météorites, ou une meuf qui sait pas si elle veut vraiment sauver tout le monde ou les voir tous crever, quoi. Ouais. En tout cas, Greenland Migration,
l'instant, j'ai pas vu beaucoup de films, j'ai dû voir 10 films cette année. Il y a quand même des films pas ouf que j'ai l'intention de voir parce que j'ai en train de regarder d'autres trucs, que ce soit de la série B, du blockbuster, du film d'auteur et tout. J'ai l'intention de voir un peu tout cette année, mais pour l'instant je crois que pour la dizaine de films que j'ai vus, je trouve que Greenland c'est vraiment un truc que j'ai le moins aimé avec le film Peaky Blinders, je pense. Bref. On passe à la suite rapidement avec Striplo. Donc Striplo qui contrairement aux autres qui sont sur le cinéma, Striplo c'est une petite série d'animation pour adultes sortie sur Netflix qui aurait pu être sympa mais qu'au final j'ai pas du tout aimé. Alors le principe c'est quoi? Parce que les autres c'est plutôt simple comme principe et c'est comme c'est des blockbusters, du coup normalement la majorité a au moins déjà entendu parler des deux précédents. Striplo, en gros, on est de mémoire à Las Vegas ou Los Angeles, Las Vegas, et en gros on suit un avocat qui résout les affaires, c'est vendu comme le mec qui résout les affaires les plus connes du pays ou de la ville. Et du coup pour ça il va s'entourer, je crois que c'est son père ou un truc comme ça. Il y a sa nièce, la gamine rebelle qu'on voit dans quasiment toutes les séries et qui commence à être chiant. Il faut toujours voir les mêmes stéréotypes. Pareil pour le père, ou je sais plus c'est son père ou un truc comme ça. Pareil, qui est juste le cliché du vieux raciste, homophobe. Et je trouve que Pierce Hawthorne dans Community était 1000 fois mieux fait que lui, parce que je me souviens plus de son nom. Parce que clairement c'était vraiment du cliché, mais sans trop aller dedans. Là où le personnage de Pierce Hawthorne dans Community, ils y allaient vraiment à fond à l'époque. Là tu sens qu'ils y vont, mais pas trop non plus quoi. Ils essayent de te faire comprendre que tu es sur le cliché du raciste homophobe, mais en même temps ils veulent pas y aller trop fort pour pas qu'on leur dise qu'ils valident ça. Alors que dans une série comique, on se doute bien que c'est de la caricature et que vous validez pas ça. Mais bon, c'est Netflix, on doute bien que c'est pas non plus eux qui vont faire les scénarios les plus transcendants du monde. Et du coup, la série, je l'ai mangée en 2 jours, je pense. Il y a 10 épisodes de 20 minutes. Et en soi, d'un côté, ça se regarde. Parce que c'est pas si mauvais que ça. Alors oui, il y a aussi une 4e personne qui est une magicienne qui en fait est là pour divertir les jurys et tout pour sortir des arguments tout pétés et du coup réussir les procès. Bon, c'est pas ouf. Et du coup on est sur vraiment du classique de la sitcom pour adultes, mais qui pour moi n'a pas fonctionné plus que ça. Alors j'ai toujours trouvé ça plus drôle que Number One Happy Family, ça dont j'ai parlé l'année dernière. Mais sur les séries comme ça, quand tu es à côté des... Bon, je suis pas un grand fan des Simpsons, mais quand tu es à côté des Simpsons, pareil pour South Park, je suis pas super fan, mais quand tu as les Simpsons, que tu as South Park, que tu as Futurama, que tu as Solar Opposite, que tu as ce genre de série, et que derrière on te sort ça, en fait, la série là, elle ressort tous les clichés de ces séries d'animation pour adultes, mais en apportant rien de nouveau, à part le contexte qui est là, on suit un avocat. Et quasiment tous les épisodes, c'est des thèmes qu'on a déjà vus, mais qui ne sont pas forcément abordés de manière plus intéressante ou novatrice que les autres. Par exemple, il y a un épisode où, pour avoir une cohésion d'équipe, ils sont obligés d'être dans une sorte de réalité virtuelle et ils doivent résister à une sorte de meeting avec quelques épreuves ensemble. Et le gros problème, par exemple, c'est que ce genre d'épisode, je l'ai déjà vu dans Community. Et c'était 1000 fois mieux fait dans Community, avec l'héritage que Pierce peut possiblement gagner s'il gagne le jeu avec ses amis. Et dans Community, c'était 1000 fois mieux fait. Et là, quand j'ai vu l'épisode de Striplo dans ce domaine-là, c'était exactement la même chose. Genre, par exemple, t'as le vieux qui comprend pas comment le jeu il marche, qui a besoin qu'on l'aide pour bouger, machin. Bref. C'est pas mauvais. En fait, c'est ça le problème de cette série, c'est qu'au fond, en fait, elle est pas mauvaise,
Mais en fait, j'ai tellement vu de sitcoms d'animation pour adultes ou de sitcoms tout court comme Community, parce que comme là, l'épisode dans le truc d'animation, c'est un truc que j'avais déjà vu dans Community. En fait, le problème c'est que moi j'ai déjà vu ça mieux fait. Et du coup pour moi la série elle me paraît un peu fade en fait. Et ça c'est totalement l'écriture Netflix. C'est-à-dire que ça se veut subversif, mais ça ne l'est pas du tout. Comme je l'ai dit par exemple avec le personnage du vieux, qui est censé être une caricature du vieil homme homophobe, raciste et tout ça, en fait ils font que effleurer le mec dans toutes les séries. Il a peut-être que 2-3 vannes qui vont dans ce sens-là, mais c'est tout, ils n'osent pas y aller à fond. Alors que le personnage il est dessiné pour ressembler à ça, il a un comportement qui est fait pour aller là-dedans, dans le côté très gênant et glauque, mais en même temps ils y vont pas à fond. Et ils essayent même limite de te l'attendrir et de te le rendre cool. Là où dans Community, le pire sortant c'était vraiment un personnage qui faisait pitié, qui était détestable, alors qu'il y avait quelques scènes émouvantes, mais qui de manière générale, c'était difficile de trouver Pierce autant vachement cool quoi. Là, c'est trop bizarre. Et franchement, l'écriture Netflix est vraiment pas ouf. Bref. En tout cas, pour moi, Triplo, à l'heure actuelle, je pense que ça rentre dans les séries que je trouve les moins intéressantes de ce début d'année. Je pense que je verrai pire. Je pense. Parce que j'ai déjà vu une dizaine de séries, mais pour l'instant, il n'y en a pas qui m'a marqué négativement de ouf. Mais je pense qu'il y aura pire que celle-ci, parce qu'au fond, comme je dis encore une fois, elle n'est pas mauvaise, mais elle apporte pas grand-chose, à part un nouveau contexte, qui est les avocats, mais en racontant les mêmes choses qu'on a déjà vu 1000 fois dans les autres séries de ce genre. Voilà. Donc on va pouvoir passer à Marvel, avec Daredevil Born Again et le Punisher. Parce que là on a fait quoi? Mario, Greenland et machin, donc il reste les 2 Marvel et les 3 NCIS, c'est ça. Donc, Daredevil Born Again. Et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé la saison. Alors j'ai vu que certains l'avaient beaucoup critiqué comme Spatule Bro. Et après, on s'en fout, les gens s'ils aiment bien, c'est bien, s'ils aiment pas, c'est comme ça, c'est bien aussi. Chacun son propre avis. Et en vrai, je comprends les critiques de Spatule Bro en termes d'écriture. Je vais revenir, moi aussi, il y a des trucs que je trouve pas ouf. Et en termes de montage aussi. Bref. En tout cas, de manière générale, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je pense que j'ai beaucoup aimé parce que la saison 1 était pas ouf. Voilà, heureusement que j'ai pas mis mes notes en ligne comme c'était prévu parce que voilà, j'ai un peu insulté les trucs de beauté sur la saison 1 par rapport au traitement du caïd. Franchement, qui a eu l'idée de faire du caïd un mec qui va en thérapie pendant une putain de saison? Franchement, comme si on avait regardé le caïd pour ça. Non, on le regarde parce qu'on sait que c'est un personnage dangereux, qui peut vriller à tout moment et qui est hyper intéressant pour ça en fait. Et là, c'est ce qu'on a eu dans la saison 2. T'as ce côté où il est amoureux de Vanessa et du coup, il essaye de se tenir à carreau, de faire les choses bien pour Vanessa, même si t'as sa milice qui fout la merde dans toute la ville. Et en même temps, quand Vanessa elle y passe, il devient un gros psychopathe, il casse la gueule à son peuple et tout. Franchement, le perso, il est devenu incroyable dans la saison 2. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir par rapport à ce qu'on avait vu en saison 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cas de Daredevil, je l'ai trouvé un petit peu mieux dans la saison 2. Déjà, il renoue un peu avec la foi, qui fait quand même partie intégrante du personnage et que je sais pas pourquoi Disney avait supprimé ces choses-là dans la saison 1. Bon, on a Tigre Blanc, qui sur la version que moi j'ai connue dans le dessin animé avec Spider-Man, Nova et Luke Cage, qui commence à vraiment prendre son rôle de Tigre Blanc. Ça c'est plutôt cool, voilà, même si bon, c'est pas vraiment le costume qu'on a dans les comics. Bon, en même temps, je trouve que l'actrice est vachement jeune pour porter la tenue du dessin animé ou même des comics. Donc c'est pas plus mal.
Mais je trouve que le nouveau costume de Tigre Blanc est quand même pas ouf. Parce que même si, heureusement, ils ont pas foutu la tenue moulante des comics, bah là, la meuf, elle a juste un foulard, quoi. Elle cache pas plus que ça son visage. Donc c'est un peu chelou pour un costume de Tigre Blanc, quoi. Bref. Enfin, même de super-héros tout court. Mais sinon, j'aime bien le traitement de Karen Page, qui n'est plus la petite assistante victime, entre guillemets, de Matt Murdock. Là, elle prend vraiment de l'assurance. On la voit un peu se battre. On la voit aussi commencer à avoir les idéaux de Punisher, ce qui est plutôt logique par rapport au rapprochement qu'elle a eu avec lui lors de la saison 2 de Daredevil et de la première saison du Punisher. Donc ça, c'est plutôt cool de voir le développement de Karen. Pour ce qui est de Bullseye, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Parce que Bullseye, il est très cool, il est très stylé. Mais est-ce que c'est une bonne idée d'en faire un anti-héros? Je sais pas. Honnêtement, je suis pas encore convaincu que ce soit une bonne idée de faire de lui un anti-héros. Bref. J'ai beaucoup aimé aussi Buck et Daniel. J'aime beaucoup Buck, voilà, qui est le bras droit de Fisk et qui est prêt à tout pour contenter les ordres de Fisk et tout ça. Ça j'aime beaucoup, tandis que à côté on a Daniel qui est plutôt le bras gauche de Fisk et qui lui va tout faire à l'inverse, entre guillemets, où il veut monter en grade, il veut faire plaisir à Fisk, mais en même temps il a son humanité qui va le rattraper par rapport à Bibi. Puis perso, il y a un perso que je trouve totalement ouzef, hein. Honnêtement j'en ai rien à foutre de ce perso. Comme la psychologue, l'actrice elle est stylée, franchement je trouve qu'elle a un peu de charisme et tout, mais son run dans la saison 2 on en a rien à foutre. En vrai, dès le début on a compris, dès le début de la saison on a compris qu'elle allait devenir Muse. On n'a pas besoin de 8 épisodes pour nous teaser qu'elle va devenir Muse, hein. C'est bon, au bout de 2-3 épisodes on a compris. L'épisode où elle étrangle Buck et tout ça et qu'elle n'arrive pas à se contrôler, on a compris. Pas besoin de continuer après ou d'aller aussi loin dans la continuation, d'essayer de nous faire croire qu'elle va devenir Muse ou pas. On a compris. Franchement, quand dans l'épisode final, elle est en mode elle met le masque et tout, tu dis c'est bon, on avait compris dès le début, pas besoin de nous faire chier pendant aussi longtemps avec ça. On n'est pas idiots non plus, hein. Bref. Mais pour revenir à Daniel, j'aime beaucoup le perso. Mais alors par contre, il fait le move le plus débile qui puisse exister dans la fiction, qu'on a déjà vu plein de fois. C'est ce côté, je veux jouer le chevalier blanc, en mode oui, vas-y, va-t'en, pars avec les infos, va sauver le monde, et puis moi je me sacrifie pour toi. Franchement, c'est le truc le plus débile au monde. J'aurais préféré, ok, que Daniel il meurt, c'est pas un problème, mais qu'il meurt de manière intelligente, toi qui s'enfuit avec Bibi, que Buck les traque, et que là Buck les retrouve, et que là Daniel il se sacrifie en sauvant Bibi. Là j'aurais trouvé ça vachement cool, vachement héroïque pour le coup, puisqu'il aurait vraiment changé, il serait vraiment devenu un vrai héros. Mais là, je trouve que c'est à chier, quoi. Le mec, il dit à la meuf, vas-y, pars, et puis bah, je me sacrifie comme un débile en allant me jeter dans la gueule du loup, quoi. Ça, j'ai trouvé ça complètement con, alors que le perso était méga intéressant. Bref. Ensuite, moi, une chose qui m'a dérangé, parce que comme je disais, dans les trucs d'écriture, c'est surtout le cas de Daniel, moi, qui m'a dérangé. Le reste, en vrai, ça allait. Si, un truc qui m'a dérangé, c'est Jessica Jones. Alors pas sa présence, parce que je suis un grand fan de Kristen Reiter, que j'aime beaucoup. Donc j'ai attendu que ça, qu'elle apparaisse enfin. Sauf qu'au final, elle apparaît pour disparaître, pour réapparaître, pour disparaître, pour apparaître, pour disparaître, et pour pas faire grand chose. Donc j'ai très hâte de la saison 3, où techniquement on la verra plus longtemps, avec Luke Cage, normalement Iron Fist, pendant que Matt est en prison. Et ça, j'ai plutôt hâte. Voilà. Mais je trouvais ça dommage qu'elle soit juste là à venir partir. Pareil avec Mr. Charles, j'adore Matthew Lillard, mais là c'est pas ouf le traitement de Matthew Lillard, parce que Monsieur Charles, alors personnellement je l'ai jamais vu dans les comics, et du coup honnêtement je n'ai rien compris à son personnage. Je n'ai rien compris. Est-ce qu'il est comment dire,
pour qui il travaille, on ne comprend pas plus que ça. Alors j'ai vu les vidéos de Landry qui fait des théories des machins, mais en vrai à aucun moment c'est explicite qu'il travaille pour Valentina. On ne sait pas réellement quelle est sa vraie mission dans la ville, à part de gérer les armes, mais quelle est sa réelle mission autour de ça. Parce que son but c'était vraiment de garder Fisk au pouvoir. Mais du coup, s'il travaille pour Valentina, qui est censé avoir la nouvelle équipe des Avengers, à quel moment tu peux traiter avec un terroriste et en même temps gérer la plus grande équipe de super-héros, enfin la plus grande équipe, hein, on a vu la gueule de l'équipe, hein. Enfin, t'as Sentry, limite, c'est lui l'équipe à lui tout seul. Mais ouais, non, ce Mr. Charles, comme j'avais mis dans mes notes, normalement, t'es censé, quand tu commences une série, comme là, je suis en train de regarder, comme j'ai dit, Meurtre mode d'emploi saison 2, il ne reste que le dernier épisode à voir. Mais dans Meurtre mode d'emploi, t'as un énorme mystère dans le premier épisode. T'as des mystères qui s'éclaircissent, des petites infos, épisode par épisode. T'en as d'autres qui apparaissent. Comme là, t'as un petit mystère en plus qui apparaît à la fin de l'avant-dernier épisode. Et c'est comme ça que c'est censé marcher. Que petit à petit, tu découvres ce qui se passe et tu es censé comprendre en fin de saison qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leurs objectifs, machin. Mr. Charles, on comprend rien. À la fin, il se barre avec Bullseye et il laisse Luke Cage entre guillemets libre. Mais on comprend pas pourquoi il est avec lui, qu'est-ce qu'ils vont faire, on comprend que dalle. Bref. Et niveau scène de combat, je trouve que c'est trop cuté. Et ça c'est un problème de toute façon des films d'action et des séries d'action américaines de manière générale, c'est que c'est beaucoup trop cuté parce que c'est les cascadeurs qui font à la place des acteurs, même si certains acteurs font quand même leur cascade, hein. Il y a l'acteur qui joue Matt qui avait raconté qu'il avait fait une cascade lui-même et qui malheureusement avait été cuté au montage. Donc je sais qu'il y en a 5 qui font quand même leur cascade, mais c'est pas aussi fluide que certains films, comme dans The Raid, où les acteurs faisaient des arts martiaux à côté, comme dans les films coréens, ou certaines séries coréennes, je pense à My Name, avec Han So-hee, qui avait tout le casting, avait pris des cours d'arts martiaux pendant plusieurs mois, l'actrice principale, mais pendant un peu plus longtemps, parce que elle avait raconté qu'elle préférait s'entraîner plus longtemps, pour ne pas faire d'erreur et ne pas blesser ses collègues. Et du coup, les scènes d'action sont beaucoup plus fluides, sont beaucoup plus jolies à regarder. Moi, plus j'avance, plus honnêtement, j'ai du mal à voir des scènes d'action où tout est saccadé, où t'as plein de cuts et tout à droite à gauche. Je commence à avoir de plus en plus de mal avec ça. Alors après, il y a des scènes qui fonctionnent bien, genre les scènes de Bullseye, elles fonctionnent super bien. Mais les scènes d'action où on est au point pied, là, je trouve que c'est un peu moins bien filmé. Voilà, en tout cas c'est mon avis pour Daredevil Born Again. De manière générale, j'ai quand même trouvé que c'était génial. Mais en vrai, est-ce qu'elle est réellement géniale ou est-ce que c'est parce que la saison 1 était tellement merdique et que celle-ci elle est cool qu'on a tendance à la surévaluer un peu? Je ne sais pas, en tout cas moi j'ai quand même donné une super note, je crois que j'ai dû lui mettre 8,5. La saison 1 j'avais dû mettre un 6,75 sur 10, un truc comme ça. Donc on a quand même un peu glow up. Mais après, est-ce que ça vaut vraiment un 8,5? Je sais pas, mais en tout cas ça restera quand même ma note. À voir avec les autres séries de super-héros qui sortiront dans l'année. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est bien ça ma note. Donc voilà. Passons rapidement au Punisher. Et je crois que vous allez avoir un cut dans ma vidéo. Parce que là, je suis quasiment arrivé chez moi. Il doit me rester 15 minutes de marche. 15-20 minutes de marche. Donc j'aurai pas le temps de parler des 3 NCIS en même temps avant d'arriver chez moi. Et comme j'ai dit, j'ai trop la dalle, donc dès que j'arrive, je mange. Donc voilà, je vous ferai la partie NCIS une fois que j'aurai mangé et que je serai dans ma chambre. Enfin, dans ma chambre, façon de parler, parce qu'on n'a pas vraiment de pièces fermées. Bref. Donc, dans le cas du Punisher, j'ai beaucoup aimé le special, hein. Notamment, comme j'ai mis, l'acting de Jon Bernthal, il est incroyable. Son acting, vraiment, c'est un truc de fou. Vraiment, quand il est énervé, qu'il hurle, qu'il casse des gueules et tout, ou même quand il est à moitié triste, là, qu'il est totalement perturbé, c'est vachement cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Le massacre qu'il fait, c'est génial. On est dans du John Wick. C'est pas mal. Mon regret, c'est qu'il y ait beaucoup de morts hors champ. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est Disney, quoi. Déjà qu'on a eu pas mal de violence et de sang, on peut dire qu'on est déjà pas trop mal, hein, pour du Disney.
mais on aurait pu avoir plus, comme j'avais mis dans mes notes. J'ai un run comics, un petit comics, où on a Punisher en équipe avec Wolverine. Imaginez le carnage que c'est. Là, franchement, ce qu'on a eu dans le special, à côté du carnage que font Wolverine et Frank ensemble, c'est du pipi de chat. Mais pour du Disney, je trouve que ça reste quand même potable. On a quand même eu quelque chose de pas trop mal. Voilà, je pense que pour du Disney, ça aurait pu être pire. Mais voilà. Et après, l'histoire en elle-même. Donc, comme je disais, l'histoire en elle-même, elle est plutôt basique. Puisque, en gros, on a Frank qui, dans sa saison 1, ou même dans Daredevil, on apprend qu'il a perdu sa famille. Qu'ensuite, il est parti en mode vendetta pour tuer tous ceux qui sont liés à ça. Et chose qu'il va faire, notamment dans cette saison, hein, c'est de continuer à vouloir détruire tous ceux qui ont, dans ce special, tous ceux qui sont liés à la mort de sa famille. Et en fait, en voulant tuer ces gens-là, forcément, il laisse aussi des familles veuves. Et notamment, une mère de famille va vouloir venger le reste de sa famille en s'attaquant à lui, en envoyant plein de gens pour le tuer. Donc bon, c'est du basique, mais honnêtement, je trouvais que c'était efficace. Le fanservice, je l'ai trouvé plutôt efficace quand il a des visions. Voilà, il a des visions de Curtis, ça fait plaisir de revoir Curtis. Et il a des visions de Karen, ça fait plaisir de voir Karen quand on connaît la relation entre Karen et Frank. Je sais plus si on voit d'autres gens à part sa femme et sa fille. Bref, moi j'aurais aimé qu'on revoie Jigsaw, quitte à ce qu'il soit torturé, qu'on revoie Ben Barnes. J'aurais trop kiffé ça, mais bon, tant pis, on l'a pas vu. Mais voilà. Et j'ai envie de dire, dans le positif, c'est à peu près tout. Parce qu'après, pour moi, il y a quelques points qui ne vont pas. Déjà, il y a un truc qui, moi, m'a un peu choqué. C'est que à la fin du special, il combat dans la sorte de boulangerie là où il sauve la gamine. Et là, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'en fait, il sauve la gamine, là, il tue la grosse brute, et d'un coup, il se passe plus rien dans la ville. Genre vraiment, tout le quartier était à feu et à sang, il y a des tonnes de gens qui essayaient de le tuer, c'était le chaos. Et dès qu'il a fini son truc dans la sorte de petite boulangerie, alors qu'il y avait encore du chaos dehors, d'un coup tout est terminé. Ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Voilà, alors après, je pense qu'en termes d'écriture, ils se sont dit, voilà, il a tué le gros balèze, donc on va arrêter là. Mais en termes de cohérence, c'est un peu chelou. Pareil, en termes de cohérence, pour Frank, même si l'acteur est incroyable, en fait, on a l'impression de rétro-pédaler. On a l'impression d'être retourné dans la saison 1 de Punisher, voire même dans la saison 2 de Daredevil, puisqu'on est à nouveau sur un Frank complètement perturbé, complètement paumé, alors que techniquement, dans la saison 2 de Punisher, il n'a plus du tout ces problèmes-là. Donc c'est trop bizarre. Mais bon, déjà dans la saison 1 de Daredevil Again, il avait déjà moitié replongé, il était déjà moitié redéprimé, il était en train de préparer un plan, donc j'imagine que ce plan est ce qui menait à ce special, parce que pareil, pouvoir mettre en place sur une chronologie ce special, c'est pas très clair. C'est pas très clair parce que je pense qu'il suit le plan qui était prévu dans Daredevil, dans la saison 1 de Daredevil Born Again. Mais en même temps, c'est pas logique parce qu'il part pour continuer de se venger, mais en même temps, il y a des gens qui sont au sein d'une milice et qui tuent, pas forcément en son nom, mais en le prenant comme un modèle. Et ça, c'est trop chelou, parce que dans la saison 1 de Daredevil Born Again, il leur fait la morale, il les combat même, mais dans la saison 2 où la milice est encore plus dangereuse, là, il fait rien. Il est absent. Tout ça pour continuer à se venger, alors qu'en attendant, il y a des mecs qui utilisent son symbole dans une milice pour s'en prendre à des civils. Donc placer ce special là, c'est un peu chelou parce que du coup, soit ça crée des incohérences, soit on sait pas trop où ça se passe. Mais moi, ma théorie, c'est qu'ils ont fait ça pour que les gens
ne soit pas perdu et n'ait pas besoin de regarder la saison 2 de Daredevil, ce qui pousserait du coup pour regarder la saison 2 de regarder la saison 1 et puis ensuite de regarder les 2 saisons du Punisher et puis ensuite de regarder Daredevil Born Again. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait un special qui est un peu difficile à mettre en place. Mais du coup, dans la psychologie du personnage, c'est pas logique. Parce que du coup, il est passé d'une version complètement torturée à une version qui allait mieux pour redevenir une version torturée. Et du coup, on a l'impression d'avoir rétro-pédalé pour qu'à la fin, il soit à nouveau comme il était dans la saison 2 du Punisher. Donc ça, c'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'est pas hyper cohérent. Et ensuite, une autre chose qui m'a dérangé, si je m'en souviens, parce qu'il y avait le cas de sa psychologie, il y avait le cas de la fin qui est un peu chelou, et merde, il y avait un autre point qui m'avait dérangé. J'ai oublié ce que c'était. J'ai oublié ce que c'était. Tant pis, je vais vous le redire tout juste après, parce que je suis quasiment arrivé chez moi. Donc je vous redis ça juste après, je vais vite fait regarder mes notes, et je vous redirai ça juste avant de parler de NCIS. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, on va pouvoir terminer la vidéo des films et séries que j'ai vus ces derniers temps. Je suis désolé si j'ai un peu de mal à parler ou si j'ai l'air très fatigué, parce que du coup, je tourne la fin de la vidéo 2 jours après. Voilà, parce que le jour où j'ai commencé la vidéo, j'avais un anniversaire le soir. Donc quand je suis rentré, il fallait préparer l'anniversaire et tout ça. Hier, hier, je sais pas pourquoi j'ai pas fait. Si, parce qu'il y avait tout le monde était là, donc je pouvais pas faire mes vidéos tranquillement. Là, je profite d'être tout seul. Bon, il y a mon frère qui dort parce que lui, avec son travail, il vit surtout la nuit. Bon, il travaille pas en ce moment, mais il a gardé son rythme de quand il travaillait de nuit. Donc là, il dort, donc j'en profite pour finir mes vidéos. Voilà, le problème c'est que depuis cette nuit, je suis malade comme il n'y a pas. Je pense que déjà ça s'entend à ma voix qui sera plus la même que dans le début de vidéo. Voilà, j'ai pris très cher. Je sais pas comment, mais voilà, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai mal au crâne. Voilà, j'ai quasiment tout le temps envie voilà, d'aller aux toilettes, c'est une horreur. Mais bon, je vais quand même terminer cette vidéo. Je vais essayer de vous faire la vidéo sur Meurtre mode d'emploi saison 2, juste après, qui elle sera une vidéo à part, voilà, puisque je ferai des vidéos sur chaque film ou série ou dessin animé, parce que je suis en train de regarder en même temps Galactic Football, et j'ai aussi l'intention de me refaire Code Lyoko et Foot de rue, peut-être d'autres dessins animés de l'époque où j'étais gamin. Donc voilà, je ferai aussi des vidéos sur ces trucs-là, même si c'est pas de 2026. Donc voilà pour un peu ce qui va venir par la suite, en espérant que j'aurai assez d'énergie pour faire tout ça. Bref, donc au début, quand j'ai terminé la vidéo précédente, voilà, je pensais qu'il me manquait une information concernant le Punisher. Finalement, en fait, j'avais pas 3 problèmes. Pour moi, en fait, il y en avait que 2. Voilà, j'ai relu mes notes entre deux. En fait, pour moi, les 2 seuls problèmes qu'il y avait, c'était vraiment où placer l'histoire et un peu ce côté où on a l'impression de revenir en arrière à chaque fois avec le personnage. Voilà, l'impression qu'on évolue jamais réellement. Ou alors, dès qu'on a évolué un peu, pouf, on repart en arrière et du coup, effectivement, on n'évolue pas. Voilà, c'est un peu les 2 problèmes de Punisher. Donc, on va pouvoir terminer en parlant de NCIS. Donc, récemment, c'est terminé, donc c'était quand même il y a 2 mois maintenant, mais c'est terminé du coup la saison 23 de NCIS Enquête spéciale, la saison 2 de NCIS Origins et la saison 3 de NCIS Sydney. Donc NCIS Sydney, je vais commencer par là, je vais essayer d'aller assez vite sur les 3 spin-offs, enfin sur les 2 spin-offs et la série mère. Mais de manière globale, j'ai beaucoup aimé les 3. Voilà, avec différentes préférences. Voilà, si je devais classer les 3 qui sont sortis récemment, je pense que je mettrais NCIS Sydney à la 3e position, Enquête spéciale en 2e position et Origins en première position. Donc pour NCIS Sydney, j'ai trouvé qu'on avait une bonne saison. Le problème en fait avec NCIS, c'est plutôt son format de diffusion. Et je parle pas du format de diffusion, 1 épisode par semaine. Parce que moi personnellement, je kiffe ce format de diffusion. Je sais que, dans l'ère du binge watching, les gens comme moi sont assez rares.
Mais personnellement, moi, c'est encore un système que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien avoir l'attente et regarder un programme sur le long terme. Et pas tout bouffer en 1 heure et après me dire, enfin en 1 heure, en quelques heures, et après me dire, bon, bah maintenant, il faut que j'attende 1 an et demi, 2 ans pour avoir la suite. Alors que quand tu regardes épisode par épisode, eh ben, l'attente pour avoir la suite est beaucoup plus mince. Parce que là, la saison, elle s'est terminée là, au mois d'avril, et on sait qu'on aura la suite dès normalement mois d'octobre, octobre-novembre, comme bah, en tout cas ça a été l'année dernière. Et, euh, et ça c'est une bonne chose. Par exemple, Meurtre, Meurtre, mode d'emploi que je viens de regarder, que j'ai terminé samedi. Bah, le problème de cette série-là, c'est que je l'ai regardé en 2-3 jours parce que j'ai quand même essayé de pas tout regarder d'un coup. Mais maintenant, il va falloir que j'attende peut-être 1 an et demi, voire peut-être 2 ans pour avoir la saison 3. Et du coup, c'est extrêmement long. Donc voilà. Hop là, je suis désolé, j'ai dû aller au petit coin. Du coup, pour NCIS Sydney, la saison 3, franchement, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est vrai que je parlais du mode de diffusion, c'est vrai. Euh, Comme je disais, oui, moi, un épisode par un épisode, ça me dérange pas du tout. Le problème avec NCIS, c'est que il y a à peu près 20 épisodes et que ces 20 épisodes ne sont pas entièrement à la suite. Ce qui veut dire qu'en fait, ils font une pause vers le mois de janvier, février. Je crois que c'était ça, hein, je crois qu'on a une pause peut-être de mi-décembre jusqu'à mi-février, un truc comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, ça fait 10 épisodes, 10 épisodes. Et ce qui fait que pour suivre réellement l'histoire, c'est compliqué. Alors vous me direz, oui, mais de toute façon, c'est que des enquêtes. Donc en soi, chaque épisode peut être regardé indépendamment des autres. Et en soi, c'est plutôt vrai. Bien qu'il y a aussi des intrigues qui, elles, durent sur le long terme. Voilà, notamment dans la saison 3 de Sydney, on a du coup McKay, donc Michelle McKay, donc la chef d'équipe du NCIS, qui est visée par un ennemi. Voilà, j'ai oublié son nom, je vois sa tête là avec ses cheveux longs, le brun, machin, mais j'ai oublié son nom. Et qui du coup, c'est un danger qui reste présent assez longtemps. C'est-à-dire que on le voit une première fois, malgré tout, il réapparaît encore une fois par la suite, donc il faut quand même être attentif à tout ce qui se passe. Voilà. En tout cas, moi j'ai plutôt bien aimé. Ce qui ressort le plus pour moi de cette saison 3, c'est le cas de Trigger, parce que de mémoire, Trigger est arrivé courant de saison 3. J'ai pas le souvenir que ce soit dans la saison 2. De mémoire, tu as aussi toute cette histoire de secte autour de Bluebird, euh, qui a un arc plutôt intéressant. Alors je sais plus si c'est saison 2 ou saison 3, mais je crois que c'est saison 3 où on a un petit arc autour de Bluebird qui, du coup, à la fin de la saison 2, il y a sa famille qui lui retombe dessus. Du coup, elle retombe dans la sorte de secte dont fait partie sa famille. Et du coup, l'équipe du NCS va essayer petit à petit de la ramener à la raison. Bon, ils vont aussi apprendre qu'elle a menti sur certains trucs et qui fait qu'elle doit plus ou moins refaire certains, je sais pas vraiment certains diplômes, mais certains papiers ou certains trucs pour pouvoir retravailler au sein du NCIS. Donc ça, j'ai trouvé que le parcours de Bluebird est plutôt sympa. Le parcours de Penrose, donc le médecin légiste, en vrai, il n'y a pas énormément de choses, mais le peu qu'on a, en vrai, c'est plutôt intéressant parce que de mémoire, sa femme qui était dans une maison spécialisée était décédée dans la saison 2, saison 1 ou saison 2, et du coup, là, petit à petit, commence à reconstruire sa vie, voilà, avec cet autre médecin légiste qu'il rencontre dans une affaire avec qui il commence plus ou moins, voilà, à créer du lien. D'ailleurs, personnage qui reviendra à plusieurs reprises. Pardon. Euh, Après, en ce qui concerne les autres personnages, je trouve que les développements sont pas autant développés. Dans le cas de Deshaun, par exemple, il n'y a pas tant de choses que ça en termes de développement, à part qu'on revient sur sa rencontre avec Michelle McKay et qu'il avait dû, je crois qu'il voulait être avocat à l'époque et qu'il devait travailler contre elle
avant de finalement rejoindre le NCIS et faire partie de son équipe et de rester ultra fidèle à Michel. Hem, Dans le cas de McKay, bon, bah, à part, ce groupe qui la traque, par rapport à, ce qui s'est passé, je crois, en Afghanistan quelques années plus tôt, voilà, et que tous ceux comme Michel qui sont liés, sont assassinés, machin. Bon, ça c'est plutôt intéressant, plus ça dure sur le long terme, hein, voilà, comme j'ai dit, il y a des épisodes où ils les affrontent et ils arrêtent le entre guillemets «le méchant», principal de ce groupe-là. Mais ensuite il se passe, d'autres choses, sur les tout derniers épisodes pour vraiment conclure de mémoire ce petit run que je trouve plutôt sympa. Dans le cas de JD, ben en vrai, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose en termes de développement. Le personnage est toujours aussi cool et tout, mais il n'y a pas grand-chose. Voilà, et on sait qu'il a une relation amoureuse, mais qu'on ne voit jamais, qui d'ailleurs va s'arrêter sur les derniers épisodes. Mais je trouve que voilà, c'est pas le personnage le plus développé. Je trouve qu'il avait été beaucoup plus développé dans la première saison, peut-être même la deuxième, que dans celle-ci. Et J. Cooper, c'est pareil. Elle n'a pas été énormément développée, ce qui est un peu dommage. Mais bon, voilà, ça reste quand même un très bon perso. Et celui qui pour moi ressort le plus dans cette série, c'est Trigger. Trigger que j'ai adoré dans cette saison 3, donc comme je disais, qui techniquement est arrivé dans cette saison 3, et qui au début paraît juste être un mec de remplacement. Voilà, tu sens qu'au début il doit être là juste pour remplacer Bluebird, et qui finalement va trouver ses marques et rester, même si au début tu sens qu'il n'est pas non plus à fond dans le travail et tout ça. Euh, Et tout ça, en vrai, j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais au début, je le trouvais sympa sans plus. Jusqu'à ce qu'on arrive au double épisode où on découvre tout le passé de Trigger, donc avec son côté suicidaire, avec la mort de sa femme dans un attentat, machin, et que tout lui retombe dessus, voilà, par une personne en particulier, voilà, qui veut venger la mort de son père. Et pour ça, il veut s'en prendre à Trigger. Et là, j'ai trouvé que Trigger a pris un tout autre niveau d'importance. Parce qu'au début, c'était vraiment le personnage tertiaire qui était là pour aider un petit peu, mais voilà, sans plus, à un personnage vraiment hyper important auquel on s'attache. On voit qu'il est amoureux de Evie et tout. Enfin bref, il se passe vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve. Euh, et, euh, et, euh, et par la suite, on sent que avec ce double épisode centré sur lui, on sent qu'il a vraiment pris une place dans le groupe et une importance, puisque du coup il est un peu plus montré, il est un peu plus dans le travail, il est un peu plus présent, même si fin de saison 3, il y a l'air d'avoir une rumeur comme quoi il doit partir ou je sais plus quoi. Donc à voir comment tout ça va être amené, parce que on nous a déjà fait le coup dans NCIS Enquête Spéciale du Jess, elle va partir. Et finalement, bah, Jess, elle n'est pas partie. Donc, bref. Moi, j'avais déjà commencé à imaginer qui pourrait remplacer Jess et tout ça. Et finalement, finalement, Jess est toujours là, donc voilà. Mais bon, pour moi, cette saison 3, c'est une bonne saison. J'ai passé un bon moment sur la majorité des épisodes, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a moins de moments marquants que les autres. Pour moi, vraiment, en moment marquant, il y a le final qui est vraiment marquant, les passages avec Trigger, l'épisode de la secte, et c'est vrai que après, bah, les autres épisodes, encore une fois, ils sont très bons, mais ils sont quand même moins marquants. Putain, je commence à avoir la gorge sèche, je vais me prendre un verre d'eau après. Euh, Ensuite, pour ce qui est de NCIS Enquête Spéciale, j'ai trouvé que pareil, c'était une très bonne saison, mais qui, pareil, manque quand même un petit peu de moments marquants. Ce qui veut dire que dans Enquête Spéciale, euh, je sais même plus comment elle commence cette saison-là. Si, elle commence avec la traque de Carla Morino de mémoire, puisque fin de saison précédente, Carla a tué le père de Parker. Et ensuite, dans le début de saison 23, du coup, on est vraiment dans la quête de vengeance. Ça, j'ai trouvé ça très bon. Et ensuite, bah, c'est vrai que les épisodes en eux-mêmes, ils sont tous relativement bons. Mais je trouve que, encore une fois, ça manque de moments marquants. Après, j'ai trouvé que c'était un peu meilleur que la saison de Sydney parce que bah, je suis plus attaché à ces personnages-là que je suis pour certains depuis mon enfance. Hein, vraiment, que ce soit Maggie
Et bah, Maggie, Vance, Palmer, je les suis depuis que je suis gamin, hein, donc j'ai un peu plus d'affect pour eux, même si j'adore tous les persos de NCIS, tous les persos principaux. Enfin, quoique dans Nouvelle-Orléans, il y en avait certains, j'avais un petit peu de mal, mais de manière générale, je les aime tous. Mais c'est vrai que j'ai quand même une plus grosse attache pour ceux que je connais depuis plus de 20 ans, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que si encore une fois on réfléchit un peu au développement des personnages, bah, de mémoire, Palmer, il se passe pas énormément de choses. Je crois pas qu'il ait vraiment de moments si marquants que ça dans la série. Donc voilà. On a pour Casey, on a l'épisode du reboot. Voilà bien, comment elle s'appelle la salle verrouillée là, le MTAC. Il y a cet épisode qui met vachement en avant, enfin double épisode mais qui est vachement en avant Casey, et qui est vraiment très très bon. Franchement, j'aime beaucoup ce double épisode. Dans le cas de Jess, de mémoire, il n'y a pas grand chose qui se passe pour Jess. Dans le cas de Torres, c'est pareil, il n'y a pas grand chose qui se passe dans son cas à lui. Dans le cas de Parker, comme j'ai dit, on a un début de saison extrêmement fort puisqu'il est dans la recherche de vengeance euh, pour tuer son père. Bon, il y a aussi pour Palmer et Parker, il y a ce côté où Palmer a fait des découvertes sur la mère de Parker, voilà, et qui essaye de les transmettre, mais lui il veut pas, machin. Voilà, on a aussi ce qui se passe dans l'épisode final. L'épisode final, c'est extrêmement bon. Parker, il est incroyable. Mais je reviendrai là-dessus, sur l'épisode final, parce qu'on tease une possible apparition d'un personnage majeur de la série, donc franchement, ce serait très cool. Voilà. Et pour moi, en vrai, le personnage qui ressort le plus de cette saison 23, c'est Maggie. Voilà. Même si, en soi, pendant toute la saison, quasiment, on suit des enquêtes plutôt banales, bah, on a quand même un épisode qui, moi, j'ai trouvé vraiment très touchant. Pour avoir été un enfant qui ait rencontré son père, enfin oui, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, j'ai rencontré mon père à ce moment-là. Voilà, en sachant que j'avais un père qui m'avait pas élevé et en ayant grandi avec un autre, mais ça n'empêche que bah, l'épisode où Maggie il découvre bah, qu'un jeune homme qui est suspecté dans une affaire est son fils, j'ai trouvé que c'était peut-être voire l'un des meilleurs épisodes de cette saison. Parce que franchement, l'épisode, il est extrêmement fort. Heu, Sur tout l'épisode, on se demande: est-ce que c'est vraiment son fils? Est-ce que c'est pas son fils? Alors que bon, il y a clairement des signes qui semblent montrer que oui, hein, ça va clairement dans le sens où c'est son fils. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même, un épisode extrêmement fort, extrêmement touchant, hem, qui en plus mène à un final, de NCIS, assez intéressant puisque, on se rend compte que le fils de McGee n'est pas si clean que ça. Il a l'air de travailler pour des gens pas très honnêtes, et qu'en plus, bah, à la fin, Torres le grille et la fin de saison globalement, c'est, Torres et le fils de McGee qui font un face à face et on entend des coups de feu, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc est-ce que Torres est mort? Est-ce que Torres a tué le fils de McGee? Bon, honnêtement, j'y crois pas du tout. Est-ce que l'un des deux soit mort? Que l'un des deux soit blessé gravement, oui, pourquoi pas. Mais que l'un des deux soit mort, j'y crois pas du tout. Bref. Enfin, en tout cas, que Torres soit mort, en tout cas, j'y crois pas parce que je pense plus que ce soit Torres qui soit pris des balles plus qu'autre chose. Bref. En tout cas, l'histoire avec de Maggie et son fils qui retrouve 20 ans après, un truc comme ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. L'épisode était très bon, on s'y attendait pas. C'est vrai que ça sort un petit peu de nulle part parce que c'est vrai que Maggie a jamais été un coureur de jupons comme Tony, même si il a aussi eu des relations hein, amoureuses comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'était un peu étonnant, mais en même temps j'ai trouvé que c'était pas si mal fait que ça. Bref. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, il y a le cas de Vance qui m'a beaucoup touché, qui m'a même pas mal ému. J'arrive pas à dire que j'ai été jusqu'à pleurer, mais qui m'a pas mal ému. Et franchement, c'est un excellent épisode. Voilà, je vais pas trop en dire pour ne pas trop spoiler. S'il y en a qui attendent la version française,
sur M6. Mais il y a un épisode qui est extrêmement fort avec Vance qui, moi, m'a brisé le cœur et qui d'ailleurs va beaucoup tourner sur la fin de saison. Euh, Avec des choses que moi je trouve dommage parce que pour moi, la série prend trop de temps à mettre en place des nouveaux personnages. Vous comprendrez pourquoi pour ceux qui attendent la version française. Mais je trouve ça dommage. Voilà, je trouve qu'on reste très longtemps sans figure importante et ça, c'est très dommage. Mais en tout cas, ça va quand même avoir un impact sur toute la série, puisque on sait que bon, il se passe ce qui se passe avec Vance et le Seknav, je crois, euh, où il va se passer un truc pas bien. Et par la suite, sur l'épisode final, on va avoir un assassinat. Donc voilà, un assassinat d'une personne voilà, qui passait au tribunal, qui s'en est sortie en trichant, très clairement. Et il y a un assassinat. Et quand on a toutes les infos de l'assassinat, eh ben, il y a... J'ai même envie de dire, c'est même pas il y a des chances, c'est sûr à 100% que c'est Gibbs. Voilà, que Parker a fait appel à Gibbs pour assassiner un mec. Et c'est là où je disais, la fin de saison, elle est extrêmement forte parce que du coup, Parker, il est avec sa sœur lui dit oui, il y a machin qui a été tué, sa voiture elle s'est retrouvée en panne à tel endroit, il y a eu un tir de sniper à 300 mètres, machin. T'as Parker qui fait ouais, vas-y, je suis en train de faire du saumon ou je sais pas quoi, qui vient d'Alaska. Bon, t'as tous les indices qui te disent très clairement hein, que Parker et Gibbs ont travaillé ensemble pour tuer un mec. Donc ça, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner en début de saison prochaine. Et surtout, est-ce qu'on va voir Gibbs? C'est une grande question. Est-ce qu'on va enfin le revoir? Enfin, enfin le revoir. On sait que voilà, l'acteur il bosse surtout sur l'écriture et tout ça de NCIS Origins, mais un petit caméo ne serait pas de refus dans ce début de saison 24 qui a été annoncé. Voilà. Autre chose importante qui a été annoncée avec cette saison 23 d'enquête spéciale, c'est le spin-off de NCIS New York. Voilà. Puisque dans le double épisode avec le reboot, on a la présence de Sam Hanna, donc de NCIS Los Angeles puis Hawaï, hein, puisqu'il a fait 14 saisons de Los Angeles, une saison, donc la saison 3 de Hawaï, et il était apparu 2-3 fois dans Enquête spéciale. Et là, il réapparaît à nouveau dans un double épisode, euh, et on sait que du coup, un nouveau spin-off autour de lui va être centré à New York. Donc voilà, et notamment l'épisode, enfin le double épisode, venait teaser ça avec Sam qui travaille de concert avec l'équipe, avec Casey, ils sont obligés d'aller à New York pour récupérer pour récupérer un document. Et du coup, voilà, on utilise petit à petit ce spin-off. Alors, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, même si, encore une fois, les spin-offs, en général, ils sont très bons, mais il y a une chose qui me dérange avec, c'est pour ceux qui produisent NCIS, terminez vos spin-offs avant d'en commencer des nouveaux. Parce que ça devient agaçant. Ça veut dire que on a eu d'abord le premier de mémoire spin-off qui a été annulé, c'est NCIS Nouvelle-Orléans. NCIS Nouvelle-Orléans qui termine sur une sorte de cliffhanger, enfin pas de cliffhanger, mais où on tease une suite. Suite qu'on n'aura jamais. Voilà. Ensuite, ça a été le cas de NCIS Los Angeles, de mémoire. Et Hawaï, les deux se sont terminés à peu près en même temps. Mais je crois Los Angeles d'abord et Hawaï un an après. Encore une fois, Los Angeles, on utilise une mission de sauvetage qu'on ne verra jamais. Voilà. Ensuite, NCIS Hawaï, pareil, on utilise un danger qui arrive sur Hawaï qu'on ne verra jamais. Bon, pour le cas de NCIS Tony Eddy et Ziva, on a la chance que la saison se suffit à elle-même. Voilà, on n'utilise pas forcément de choses pour la suite, mais pour moi, c'est le seul spin-off qui est plutôt correct en termes de fin.
Mais voilà, en tout cas, moi, ça commence un peu à m'agacer, en fait, qu'on nous ramène des nouvelles choses, on ramène de nouvelles choses, mais qu'à chaque fois, on oublie de conclure correctement, les séries d'avant. Donc voilà. Encore une fois, hein, j'ai eu cette réaction-là avec NCIS Origins ou même NCIS Sydney, et ce sont des spin-offs que j'adore. Tony et Ziva, j'ai bien aimé. NCIS New York, c'est quasiment sûr que je vais aimer. Mais je trouve ça dommage de ne pas conclure les choses correctement avant de passer à la suite. Voilà, donc je reviens dans 2 secondes. Bon, on va maintenant essayer de conclure avec NCIS Origins, qui pour moi était vraiment très bon. Voilà. Je crois que j'ai même un peu plus préféré la saison 2 à la saison 1, parce que je trouve que la saison 1, en fait, elle est basée sur 2 actes. Donc il y a l'acte où Gibbs arrive et qu'on a beaucoup de flashbacks sur son passé, et ensuite un deuxième acte où on a un épisode où à chaque fois on s'intéresse à des nouveaux persos. Donc ça j'ai plutôt bien aimé, mais je trouve que la saison 2, du coup, comme on connaît déjà un peu tout le monde, et ben on va directement à l'essentiel, donc en mettant en avant un peu tout le monde. Voilà, et même des nouveaux persos. Enfin des nouveaux persos qui étaient déjà présents, mais très secondaires et qui ont parfois un épisode où ils sont vachement bien en avant. Et du coup, je trouve que la série a un peu plus de moments marquants. Alors, est-ce que c'est par rapport à son style d'écriture un peu plus dramatique que les autres? Très certainement. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a des épisodes un peu plus marquants. Déjà pour moi, il y a tout l'épisode avec le chien, donc j'ai oublié le nom du chien, et tout l'épisode avec le berger allemand, pour moi, c'est un excellent épisode qui est vachement touchant. Voilà, avec le chien qui s'est fait tirer dessus ou poignarder, je sais plus, le chien policier, et qui du coup, on découvre tout le passé un peu de Mike avec le chien, et notamment comment Mike est entré au NCIS. Donc tout ça, cet épisode-là, franchement, je l'ai trouvé vraiment très bon. Il y a l'épisode sur l'homosexualité que j'ai trouvé vraiment très bon. Voilà, avec l'homosexualité qui est interdit dans l'armée, mais Cliff, donc le responsable de Pendleton, là, de la base d'NCIS de Pendleton, du coup, lui, alors il est en couple avec une femme et il a un enfant, mais on sent que au fond, il est plus attiré par son homologue du FBI. D'ailleurs, c'est très dommage qu'on ne verra pas Fornell dans cette saison-là. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon épisode, euh, puisque on traite d'un sujet plutôt actuel, dans une ancienne époque, dans un corps de métier très particulier, et en vrai, j'ai trouvé que l'épisode fonctionnait très bien. Voilà. Ensuite, il y a l'épisode. Alors, il y a un épisode qui m'était venu en tête, mais qui m'est sorti. Oui, l'épisode avec Pride. Puisque on a un épisode où va apparaître Dwayne Pride de NCIS Nouvelle-Orléans, mais là où il est plutôt jeune, notamment avec son ancien mentor hein, qui est assassiné dans l'épisode pilote de NCIS Nouvelle-Orléans. Je crois que c'est dans l'épisode pilote, enfin du moins l'épisode qui introduit les agents de Nouvelle-Orléans. Bref, donc c'est plutôt intéressant, l'épisode est vraiment très bon. Euh, donc voilà, on sent qu'il y avait déjà une histoire de base avec Gibbs qui détestait Pride et qui finalement, par rapport au père de Gibbs, et qui finalement vont se rendre compte que en fait, ils étaient sur une mauvaise voie, ils vont finir par être potes. Voilà, on a Ducky aussi qui va apparaître dans un ou deux épisodes. D'ailleurs, il y en a un où c'est assez drôle parce que du coup, Gibbs est un peu jaloux parce que tout le monde adore Ducky, tout le monde le trouve génial et tout. Arrête-toi de te machiner les poils. Non, 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 il faut que t'arrêtes, tu te rends malade. Désolé, on a un chat en ce moment qui est un peu, parfois qui est un peu amorphe, parce qu'ils n'arrivent pas de se machiner les poils là, faut qu'on le traite parce que ouais, ça peut vite devenir très grave. Bref. En tout cas, cet épisode où on voit Pride et Ducky, moi j'ai trouvé ça très cool.
On a toute l'histoire d'amour entre Gibbs et Diane, qui est vraiment sympa, hein. Franchement, en plus, l'actrice qui joue Diane, elle est vraiment très cool. Donc voilà, pareil, il y a un épisode où à un moment donné, il y a une dispute entre Gibbs et son père par rapport à la relation de Gibbs avec Diane, qui est excellent, je trouve. Donc voilà. Euh, il y a tout l'aspect de l'attentat là, de Abbé Pruitt là, qui était dans le camp. Dans la saison 1, ils aident des gens un peu défavorisés à s'installer dans un camp et tout. Et en fait, ils vont se rendre compte que dans la saison 2, en fait, tout n'est pas normal. En fait, t'as un gamin qui se met à faire des attentats. T'as le mec qui dirige le camp, qui en fait est un gros psychopathe qui a un peu un complexe divin, quoi, qui veut que tout le monde l'admire et tout. Enfin bref. Donc tout ça, c'est très cool. D'ailleurs, qui mène au final de la saison, qui est vraiment très très bon. Alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, hein, entre Mike qui essaye de, de résoudre l'enquête de deux enfants morts à cause de ce mec. De l'autre côté, on a les autres agents du NCIS qui essayent de sauver le NCIS, enfin le NIS plutôt à l'époque, qui du coup est en danger de fermeture. Voilà, puisque à Washington, ils veulent supprimer celui de Pendleton et d'envoyer bah, tout le monde dans les différentes agences pour que tout le monde soit formé, parce que bah, c'est eux qui ont le plus grand taux de réussite dans les enquêtes. Donc voilà. Euh, du coup, l'épisode final est vraiment très très bon. L'épisode sur le copain de Lala, voilà, qui sort avec l'ancien bras droit d'un chef de gang. Pareil, l'épisode il est très très bon. Bref, il y a plein d'épisodes qui sont marquants, qui sont très cool. Voilà, la fin de la saison 2 est vraiment pas mal. D'ailleurs, à la fin de la saison 2, on a la création du NCIS, donc voilà, le changement de nom. Et tout ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Du coup, j'ai pas grand-chose à dire de plus, hein, pour moi. Voilà, c'est un peu le bilan de tout ce que j'ai vu ces derniers temps. Donc en termes de séries télé, on a eu les 3 NCIS qui pour moi étaient vraiment très bons. Striplo qui peut être une bonne série d'animation pour adultes, mais qui moi m'a pas transcendé plus que ça. La saison 2 de Daredevil Born Again qui pour moi s'est quand même énormément rattrapé par rapport à la saison 1 qui était vraiment pas ouf. Et côté film, on a eu le special sur Punisher qui était vraiment très sympa, bien que en termes d'écriture, il y a des petites choses qui ne vont pas. Puis bah voilà, Greenland que j'ai pas du tout aimé, et Super Mario Galaxy qui est divertissant, mais pareil, dès qu'on commence à fouiller sur l'écriture, bah, c'est vraiment pas ouf. Donc voilà. Donc voilà un peu le bilan de ce que j'ai vu récemment. À partir de maintenant, il y aura une vidéo pour chaque film, chaque documentaire, chaque dessin animé ou chaque série. Non, attends, chaque film, série, dessin animé ou documentaire que j'aurais regardé. Voilà. Donc, en sachant que le prochain, du coup, c'est Meurtre mode d'emploi, voilà, que j'ai regardé ce week-end. En tout cas, bon, moment où je vous parle. Enfin, que j'ai fini ce week-end. Et ensuite, j'attaquerai Galactic Football, puisque j'ai bientôt fini la saison 2. Donc, quand j'aurai vu les trois, je vous ferai un bilan de Galactic Football. Ou peut-être qu'entre deux, j'aurais vu un film ou deux, ou peut-être une autre série, je verrai un petit peu. Voilà. Donc, je m'arrête là. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de chacun des programmes dont j'ai parlé, si vous les avez vus. Et sinon, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.